Et un grand merci d'avoir entamé ce virage vers le monde du cinéma, puis dans une matinée où on a déjà pas mal parlé de littérature. Et c'est un virage qu'on va poursuivre avec Clément Schneider qui va me rejoindre, qui est cinéaste et auteur d'une thèse de recherche-création sur la place de l'utopie au cinéma et qui sera sur scène aux côtés d'Isabelle Ray Lefebvre, autrice d'un ouvrage retentissant qui s'appelle Halte à la spéculation sur nos logements et qui est un voyage en Europe. Après toi, Isabelle. Un tour d'Europe de solutions alternatives à la propriété, ou en tout cas à la propriété telle qu'on la connaît très bien, nous, en France, telle qu'elle a été théorisée, conceptualisée à la Révolution et affermie plus tard dans le Code civil, cette sacro-sainte propriété privée, mais qui n'est pas forcément que privée. Après tout, si on fait le pas de côté, elle peut aussi être collective ou partagée ou communisée. Et c'est ce dont nous allons parler. Alors Clément, vous nous avez fait regarder 2 films en préparation de cet échange. Le premier, c'est La Cecilia, qui raconte l'histoire d'une colonie d'anarchistes italiens au Brésil, parti fonder une communauté utopique autour de valeurs de partage, mais aussi d'amour libre, etc. Et un deuxième film qui est très voisin, dont vous allez voir dans quelques instants un premier extrait, qui s'appelle Notre pain quotidien de King Vidor, réalisé en 1934. Alors je vous raconte en 2 mots l'histoire, le commencement. Nous sommes à la suite de la crise de 1929, dans un contexte où le chômage fait rage et la pauvreté est rampante. Et nous suivons les aventures d'un personnage principal qui est John Sims, qui est harcelé par son propriétaire, qui est lui-même chômeur et qui n'arrive pas à payer son loyer. John Sims se rapproche d'un oncle fortuné à qui il supplie pour trouver un emploi, et au lieu d'un emploi, l'oncle lui propose d'aller habiter une ferme, une terre inculte dont il ne fait rien, une ferme hypothéquée, et à partir de là, de trouver les moyens de vivre. Il vient à ce personnage une idée, celui de recruter des volontaires. Donc il plante le long de sa terre des panneaux. Pourquoi payer un loyer ? Point d'interrogation. Venez me rejoindre, je vous offre le gîte et en échange, nous allons fonder une communauté qui va permettre de subvenir à notre existence. Et regardez à présent la première réunion, en quelque sorte, l'Assemblée générale, presque la réunion de copropriété de ses habitants. John Smith and his gang arrived on this continent, what did they do? Stand around and beef about the unemployment situation or value of the dollar? No! They set to work to make their own employment, build their own houses and grow their own food. On the Mayflower, there was a planter, a printer, a doctor, a soldier, a bookkeeper, and so on. And that's what we've got here. If they got along without landlords and grocery bills, so can we. What we've got to do is help ourselves by helping others. We've got the land, and we've got the strength. Yeah, and we haven't got any Indians coming around to scalp us either. Now, you don't have to stay. You can go whenever you wanna. But if you do stay, make up your minds to work and put this thing over. That's right. Folks, I've got 2 bushels of taters in the back of my flivver. I suggest that we throw everything we have in together into one common pot. Money, food, everything. You can have my 3 hens and a rooster. I got a $20 gold piece. I got 2 sacks of flour. I'll throw in my goat. And here's my $5.60. Horse for $1.80. Marvelous, marvelous. All right, you, a man with the potatoes, what's your name? Hannibal. George Washington Hannibal. All right, Hannibal, you're commissary sergeant. Accepted with pleasure, sir. Now, who had that $20 gold piece? Clément, vous allez peut-être nous le résumer. Ouais, c'est une expérience un peu bizarre. C'est pas un film en stéréoscopie, je précise.
Vous avez vu l'essentiel de la séquence qui est plus qu'une assemblée générale, moi, me semble plutôt être celle d'une constitution. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée, enfin, et vous savez à quel point le rapport à la Constitution est assez fondamental dans l'image que les Américains se font d'eux-mêmes. Et donc, c'est vraiment à ça qu'on assiste de manière... alors très ramassé, le film est très court, hein, il dure 1h13 ou 1h15 de mémoire, et donc les scènes ont cette espèce d'efficacité dramaturgique où King Vidor perd pas de temps, en l'espace d'une scène très courte, la micro-société va se constituer autour donc, de John Sims, qui est cette sorte de leader charismatique, pas si charismatique que ça au demeurant, c'est un homme qui est présenté de façon... assez humaniste et assez, je dirais ambigu en tout cas de la part de Vidor. C'est avant tout un homme sympathique, un homme gentil et un peu benet par moments, un peu naïf. Et c'est ça qui le rend attachant, je crois. Mais toujours est-il que voilà, à l'issue de cette réunion, la société se met en place et on va assister pendant la suite du film à la construction donc sur le terrain de cette ferme. D'un vrai village, donc d'une petite communauté organisée, où chacun va rendre service à l'autre, où les compétences des uns et des autres, après la mise en commun des biens à laquelle on a assisté, on va avoir les spécificités de chacun être mises au service des autres. Donc ça donne des scènes assez cocasses où... qui ressemble un peu à l'extrait de Buster Keaton, où on voit le charpentier qui essaie de faire les fondations de sa maison en pierre, mais qui s'y prend mal, donc ça ne tient pas. Juste à côté, mais littéralement à côté, il y a son voisin qui, lui, est maçon et qui essaie de faire tenir sa charpente, mais ça ne tient pas non plus. Et donc, ils finissent par se regarder et avoir l'idée que peut-être tu peux faire les fondations de ma maison et moi, je te ferai ta charpente. Et voilà, ce petit gag-là a valeur de métaphore pour le fonctionnement de la société dans son ensemble, donc qui est basé sur la solidarité. Et la question de la propriété ne se posera jamais dans le film, sauf à un moment, qui est, sauf si tu veux qu'on aille sur ça plus tard. On peut peut-être le garder pour tout à l'heure. En tout cas, voilà, il y a cette idée que une manière d'habiter ensemble et de fonctionner ensemble est possible. Et vraiment, le film de Vidor a ceci de beau que la façon dont il représente ce village est presque irénique par moment, c'est-à-dire qu'une fois que les maisons sont édifiées, c'est quasiment un petit cottage absolument charmant où tout est beau, c'en est presque cliché, mais avec la vertu positive du cliché qui est que c'est le lieu commun, donc c'est ce qui nous fonde et c'est ce qui permet de donner une assise aussi concrète et désirable au fait de fabriquer des choses ensemble. Dont je vous parlais avec le maçon et le charpentier, on voit la description du village au petit matin. Donc le coq chante, le soleil se lève, les volets s'ouvrent, ils sont ravissants, les enfants sont mignons, les hommes se rasent, les femmes font le ménage. Enfin, c'est vraiment tout est bien, mais c'est très émouvant que tout soit bien. Et évidemment, ce qui est très beau par rapport peut-être à ce qu'on a vu dans les interventions précédentes, c'est que le film il est vraiment structuré autour d'une opposition très schématique et très classique qu'on voit partout entre la ville et la campagne, avec tous les fantasmes que ça charrie, fantasmes qui à mon avis sont... c'est dommage que Anne Lambert soit pas là, mais j'ai l'impression, moi je suis pas du tout ni sociologue, ni urbaniste, rien du tout, donc je parle en total ignorant de ces choses-là, mais il me semble qu'en tout cas là où le film de Vidor il est passionnant, c'est que le fantasme d'une vie rurale plus simple, plus authentique, avec des guillemets nécessaires autour de authentique, avec tous les fantasmes que ça charrie par opposition à la ville, il me semble que c'est aussi quelque chose qui se retrouve dans des désirs plus contemporains de vie hors des villes, de vie plus collective, de mise en partage, d'utilisation commune d'un certain nombre de choses, d'outils, de biens matériels ou autres. Et en tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est l'articulation entre la ville perçu comme le peu qu'on en voit dans le début du film ressemble un peu aux images de ce qu'on a vu de la ville espagnole, c'est-à-dire des espaces totalement impersonnels, totalement géométriques, neutres, et sinon la ville va être personnifiée par une femme. Bon, le film est un peu réac, de ce point de vue, c'est un film de 1934, donc la ville c'est la tentation, c'est une femme qui s'appelle Sally, qui est une blonde vampe qui arrive en fumant des cigarettes, les femmes sont... non, la femme de John, elle n'est pas dangereuse du tout, elle est vertueuse, et au contraire, c'est vraiment la vierge sage et la vierge folle, quoi.
Et elle arrive avec ses cigarettes, son gramophone, elle écoute du jazz, elle trouve que travailler la terre, c'est sa licence, ça n'a aucun intérêt, c'est pas assez grandiose. Elle apparaît comme ça, comme une espèce d'incarnation de tout ce que la ville charrie de mauvais, d'inauthentique, d'inutilement sophistiqué par rapport à l'ascèse rurale, le minimalisme, des choses finalement largement suffisantes de la vie que cette communauté construit. Et elle s'en ferait expulser, de fait. Après avoir tenté John et ne pas avoir réussi à l'emmener avec elle, parce que Mary est là pour... littéralement, Mary se dresse... Ils partent en voiture avec Sally, et puis il y a la vision de Mary qui se dresse devant lui, alors il a cette vision, il repart en arrière, et il laisse Sally partir. Je dis ça en plaisantant, mais le film est vraiment magnifique par ailleurs. Hein. Il y a une forme d'efficacité là-dessus, visuelle, qui est absolument merveilleuse. Et après, je finis sur ça, mais on avancera, mais... Là, vous pourriez me dire, du coup, quel est l'intérêt de ce film? Ok, c'est la description d'une communauté heureuse, solidaire, qui va avoir quelques petits problèmes à affronter, mais qui semble se résoudre. Et la tension dramaturgique du film vient du fait que la terre qui leur a été donnée pour produire quelque chose qui soit, pour fructifier, disons, avec toute l'ambiguïté que ça peut avoir de cette logique de qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce que c'est ce profit potentiel, et la communauté va semer du maïs, et la temporalité du film suit la croissance des épis de maïs, enfin des pousses de maïs, des plants de maïs, jusqu'à ce qu'une sécheresse arrive, et que les maïs commencent à mourir sur pied. Et il y a un parallèle très beau entre cette communauté d'épis de maïs qui croît, qui grandit, que la communauté des hommes et des femmes observe avec beaucoup de soin et beaucoup d'amour, et qui commence à dépérir, et donc la communauté commence à dépérir parce qu'elle perd espoir. Elle se demande, mais alors pourquoi on a fait tout ça si on n'y arrive pas? Alors, si on n'arrive pas à faire pousser les maïs, ça veut dire que c'est l'échec de notre communauté. Et dans un dernier élan un peu désespéré, où là, John assume sa fonction de leader, ils vont se décider à aller détourner l'eau d'une rivière qui passe plus loin, en creusant un canal qui permette d'aller inonder le champ. Et c'est assez fascinant ce moment-là, parce qu'il y a un vrai... Il y a une dimension surhumaine dans l'exploit qui consiste à creuser en 2 jours un canal de dérivation qui suppose non seulement de piocher, de construire des ponts pour enjamber les fossés, d'abattre des arbres. Enfin, il y a une dimension totalement folle là-dedans. Et il y a à ce moment-là un décrochage stylistique en termes de mise en scène qui est assez fascinant, où le film prend un virage très étonnant. C'est-à-dire que, c'est pas forcément sensible dans l'extrait que vous voyez là, mais on est dans un cinéma qui est le cinéma hollywoodien classique en pleine formalisation, si vous voulez. Et toute la séquence de creusement du canal est presque filmée comme un film des avant-gardes soviétiques, où les cadrages sont très marqués, très géométriques. Il y a une insistance assez excessive sur les corps et l'effort des corps au travail, presque une érotisation de ça. Un montage beaucoup plus musical, beaucoup plus symphonique, et c'est très étonnant de voir cette espèce d'incise totalement, visuellement, qui appartient à un régime d'image qui est plutôt celui d'un pays avec un programme idéologique communiste pour qui le cinéma était un évident outil de propagande, inscrit dans le corps d'un film qui, lui, pour le coup, est stylistiquement rattaché à un autre univers de forme visuelle. Et c'est à la fois c'est un décrochage et un aboutissement. Et je trouve que c'est un endroit où le film est assez passionnant. Voilà. De forme visuelle et idéologique d'ailleurs, parce que la scène que vous n'avez pas bien vue, les habitants débattent de ça. Est-ce qu'on opte pour une démocratie? Est-ce qu'on opte pour le socialisme? Ou est-ce que c'est John le chef? Et à la fin, c'est John le chef et hip hip hip, hurrah. Isabelle, ce genre d'utopie, alors qui est parfois inspiré d'idéologie, parfois poussé par la nécessité. Dans le film, en l'occurrence, c'est des gens qui cherchent à se loger et à se nourrir. Mais en tout cas, c'est des vieilles histoires qui ont hanté aussi le continent européen, qui ont nourri le mouvement coopératif qui a existé dans tout le continent, et dont vous nous dites avec ce livre que ce ne sont pas du tout des vieilles lunes, que ces modes d'habitat coopératif, je fais le saut entre 1934 à aujourd'hui, via la coopérative,
sont bien vivantes, prospèrent et apportent quelque chose d'absolument incroyable pour leurs habitants. Est-ce que je résume bien ? Oui. La coopérative, effectivement, c'est né à la fin du 19e siècle. C'est les Anglais, à Rochdale, les artisans tisserands, qui veulent mettre en commun leur production pour pouvoir la commercialiser, et avec un mode de gouvernance, comme on dit, où une personne égale une voix, et le capital est partagé, et les profits sont partagés. Et ça s'est appliqué au logement, et d'ailleurs, un des bailleurs sociaux les plus importants des Pays-Bas s'appelle Rochdale. Et effectivement, cet esprit de partage coopératif a existé dans tous les domaines et dans le logement, et même en France, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un mouvement coopératif d'habitat assez puissant, né de la volonté de certains catholiques, des communistes, des socialistes, de faire des coopératives d'habitants qui se sont construites sur des terrains des collectivités locales, sur des terrains paroissiaux, de l'évêché, et il y a eu un puissant mouvement coopératif d'habitants au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, c'était assez simple, les gens se regroupaient, mettaient leur épargne en commun, empruntaient à des banques, et donc il faut des banques qui consentent des prêts, et construisaient leur habitat, leur immeuble. Et en fait, ce mouvement a été brutalement interrompu par Albin Chalandon, qui en 1971 a interdit les coopératives, parce qu'il y avait eu 4-5, mais sur 200 coopératives, 4-5 coopératives qui avaient mal tourné financièrement. Et non seulement il a interdit les nouvelles coopératives, mais il a sommé les coopératives existantes de se transformer soit en copropriété, soit en logement social. Et j'ai eu la chance de rencontrer une dame à Paris, dont l'immeuble était coopératif, qui a été construit en 1950. C'est vraiment le plus pur style 1950. Il est toujours un peu dans son jus. C'est rue des 50 otages, un truc comme ça. Et qui, elle, a vécu cette aventure menée par le prêtre de la paroisse. Donc, l'Église catholique était très impliquée dans ces processus. Et on leur a dit, maintenant, il faut vous mettre en copropriété ou en logement social. Elle m'a dit, mais nous, on ne voulait pas devenir propriétaire, on voulait rester coopérateur, avec effectivement des espaces communs qui existent toujours. Les espaces communs sont là, le jardin, la grande salle commune, la cuisine, etc., le vestiaire, tout ça est là encore. Et ça imprègne encore le mode de vie dans cet immeuble. Et donc, on a quand même dû se transformer en copropriété. Donc, les espaces communs, ça là, l'architecture est là, mais l'aspect non spéculatif n'est plus là, et aujourd'hui, c'est vendu au prix du marché. Mais ce qu'elle me dit, c'est que les jeunes générations, bon, ils achètent cher ces appartements, ils sont assez curieux de l'histoire de l'immeuble, et ils sont assez partants de redonner vie à cette vie collective. C'était assez intéressant. Un petit mot peut-être là-dessus, justement, c'est-à-dire que ça commence par une histoire de montage et de partage de la propriété, puis on se dit assez rapidement, allons-y, partageons des espaces, partageons la buanderie, et puis de proche en proche, on se retrouve parfois à éplucher les carottes ensemble. Et ma question est, où s'arrête finalement le modèle de partage de la propriété antispéculatif, et où commence l'habitat communautaire, l'habitat participatif, etc. Parce que la frontière est souvent troublée dans notre vision du monde, et on le voit bien aussi dans le film, où ça commence comme ça. Ça commence d'abord par cette question de la terre, et puis finalement, moi j'amène mes pièces d'or, mes patates, et ainsi de suite, et puis tout le monde vit ensemble. Alors,
c'est pas des vies communautaires, tout le monde ne vit pas ensemble, ils ont chacun leur appartement. Et en fait, si vous ne voulez pas avoir l'esprit coopératif, comme on m'a dit en Suisse, vous pouvez vivre d'une façon retirée. C'est ce qui est difficile, c'est qu'est-ce qu'on met en commun, qu'est-ce qu'on ne met pas en commun. Alors, il est certain que la cherté du logement, aujourd'hui, fait que la nécessité fait que on essaye de mutualiser des espaces pour donner plus de possibilités à chacun, mais à un prix contraint. C'est les espaces de réunion, c'est les chambres d'hôtes. J'ai remarqué que dans tous ces immeubles, les chambres d'hôtes sont toujours très utilisées. Et par exemple, dans une coopérative à Vaux-en-Velin qui s'appelle Chamarel, donc dans la banlieue de Lyon, c'est des seniors qui ont dit nous, on a dû s'occuper de la dépendance de nos parents. Et en fait, c'est ma génération à moi. Hein. Ça nous est tombé dessus, la dépendance de nos parents. On ne veut pas laisser ce fardeau à nos enfants. On a hérité de grandes maisons qui étaient bourrées de trucs, de la cave au grenier, où chaque génération a laissé, j'allais dire, son bordel. On ne veut pas non plus léguer cette charge à nos enfants. Donc, on va se faire un immeuble de 16 logements, de petits logements, pensés pour le vieillissement. Et puis, en plus, on veut être responsable jusqu'au bout de notre vie. C'est souvent des militants de 68, des enseignants, beaucoup d'enseignants. Et on va se construire un immeuble en paille. Ils dépensent 90 € pour la saison d'hiver de gaz. Hein. Ils dépensent 90 € pour tous les logements. C'est tellement bien isolé. Et on va faire ça. Et ils ont eu une inventivité absolument extraordinaire parce qu'il y a 4 paliers de 4 logements. Chaque palier est un espace très commun, éclairé, où il y a des placards où on peut mettre des choses qu'on partage. L'aspirateur, la table à repasser, l'appareil à raclette, tout ce qui prend de la place et dont on n'a pas besoin. Et ils ont mis une chambre d'hôte à chacun des étages qui fait que si la chambre d'hôte, si vous recevez vos enfants, etc., elle est au même étage que vous. Donc il y a des tas de dispositifs comme ça qui sont très éclairants. Et voilà, ils ont emménagé, je crois, en juillet 2017. Et ils vivent... Alors, eux, ils ont une réunion par semaine. Ils ont énormément de moments de partage. Je vous partage aussi une petite anecdote. Dans ces habitants, il y a un monsieur qui a une femme que j'ai vue à 3 reprises qui a atteint d'une sorte d'Alzheimer. Mais ce n'est pas Alzheimer, une maladie assez rare, et qui est traité à l'hôpital de Bron. Et un jour, ce monsieur, il reçoit un coup de fil du grand professeur il m'a dit quelqu'un qui n'écoute pas, vous savez, il m'a dit ça, du grand professeur de médecine, en disant, écoutez, monsieur, comment ça se fait que votre femme, alors c'est une maladie qu'on ne guérit pas, elle est en institution maintenant, elle était au départ avec eux, comment ça se fait que votre femme a 18 mois ou 24 mois de retard dans l'évolution de ses symptômes, où elle perd les repères, etc. Il dit, écoutez, vous avez une équipe formidable, une équipe médicale qui la suit, elle est formidable. Non, c'est pas ça, dit-il. Enfin, c'est ce qu'il me raconte. Hein. Il dit, écoutez, je sais pas, il se trouve qu'on vit en coopérative. Ah, stop, arrêtez-vous, c'est ça. On a une réunion toutes les semaines où on doit être là ou se faire représenter. N'allez pas plus loin, c'est cela. Donc, bon, ça n'a pas empêché la progression de la maladie, ça n'a pas empêché ce monsieur d'être seul, de devoir s'occuper de sa femme, mais ça a retardé les symptômes de 2 ans. C'est ce qu'ils m'ont raconté quand je suis allée. Tout ce dont vous nous parlez, Isabelle,
Je peine à comprendre si c'est lié à ce que les Suisses ont appelé auprès de vous l'esprit coopératif, c'est-à-dire une volonté de vivre ensemble, de partager, de se fréquenter, etc. Ou est-ce que si c'est justement parce qu'en allant taper dans le delta entre la plus-value et le coût réel, le prix coûtant du logement, on trouve des marges de manœuvre qui permettent de faire mieux et d'enrichir la vie et le logement? En fait, les espaces communs, comme je vous ai dit, salle de réunion, chambre d'hôte, buanderie, ça offre des opportunités à chacun, mais ça implique de les gérer en commun et donc de se parler, de se disputer. C'est pas toujours simple. Et donc, on doit ensemble gérer ces espaces, voire, là, dans les cas précis, les avoir imaginés. Mais même si vous ne les avez pas imaginés, si vous sont donnés, vous devez les gérer ensemble. Alors, il ne faut pas s'illusionner. Parfois, les espaces communs, et ça, j'ai vu ça à Vienne, en Autriche, où ils utilisent beaucoup le toit pour ou des jardins ou des piscines, parce qu'il fait très chaud à Vienne l'été. Un promoteur, alors c'est que des coopératives, enfin, il y a ou du logement municipal ou du logement coopératif, et il y a un petit peu de privé, 23% des logements sont privés, mais sinon les 42% sont ou coopératifs ou municipaux, avec des loyers réglementés qui n'augmentent pas. Je vous signale qu'à Vienne, j'ai vu des immeubles neufs, magnifiques, avec des halls traversants, etc., qui sont loués 10 € le mètre carré par mois. C'est le maximum, c'est le top, c'est 10 € par mètre carré et par mois. Ils sont arrivés à faire ça, les Viennois, c'est quand même pas mal. Et 60% des Viennois, 42% du parc de logement, 60% des Viennois habitent soit dans du logement municipal, soit dans du logement coopératif, détenus par des sociétés coopératives à but non lucratif ou à lucrativité limitée, mais avec des loyers qui restent contrôlés. On reviendra tout à l'heure sur peut-être d'ailleurs les enseignements que la coopérative peut apporter à d'autres formes de logement. Mais Isabelle, vous avez dit que tout n'est pas toujours simple pour les coopératives. Et effectivement, on voit qu'en France, il y a nombre de projets qui essayent d'émerger et qui font face à de très nombreux obstacles. Comme en 1934, peut-être qu'on va essayer le deuxième petit extrait, où à un moment, le shérif arrive dans la ferme qui était hypothéquée, et cette ferme qui a pris de la valeur maintenant qu'elle était habitée et travaillée, eh bien, les créanciers refont surface. I am directed, by order of the Superior Court, to offer at public auction the following piece of property in Center County, the farm known as the Roger S. Wilson Farm, consisting of 160 acres, more or less, in Ottaway Township, together with the farm buildings and equipment complete, to satisfy the judgment of $4,482.17 and costs in favor of the Central City Bank and Trust Company. Bids are now acceptable on this farm. What do I offer? Well, who's going to start the bidding? I'll bid one for... Hey, what's the big idea? You don't want to bid, mister. I said, who's going to start the bidding? Come on, gents, start off the bidding. I bid $1.75. What was that? I said $1.06 bids. What is this, a joke? Why, the mortgage alone is $4,000 and the property is worth 4 times that much. I bid $1.85. This is ridiculous. $1.85 bid for this valuable farm property. This sale can't go on. Come on. You know the law, Sheriff. Receive 2 bids, property must be sold. Who told you that? State law, Article 46, Section 3. Look it up. Pretty smart, ain't you? All right. I'm bid $1.85 for this fine farm. Do I hear any other bid? The ridiculous low price of $1.85 bid for this wonderful farm.
Come on, folks, bid. I gotta get more money than that for this wonderful place. Alors on voit plein de choses dans cette scène. On voit, comme l'a dit Catherine ce matin en ouverture, que les logements et la terre, ça appartient toujours à quelqu'un. On peut faire semblant de les oublier, ça appartient quand même à quelqu'un. Vous nous direz peut-être d'ailleurs en rebond d'une des phrases un peu douteuses du premier extrait tout à l'heure où il parle des Indiens. Et il y a un rêve colonial aussi dans ce film et dans l'idéal communautaire en général. On y voit aussi que même si la terre appartient toujours à quelqu'un, la force du nombre, et chaque mot compte, la force au sens très premier du terme, la force du nombre permet de s'en affranchir éventuellement. Et vous, qui avez-vous vu Clément Schneider ? Non, mais ce que vous dites, ce que je trouve assez... ce qui est très, très émouvant dans le film, c'est la tension permanente entre le désespoir, l'abattement qui peut guetter les individus et la force collective et l'intelligence ou la malice collective, ou même les accommodements avec la loi, parce que ce qui est très drôle, c'est qu'à la fois, il y a une sorte de jeu très subtil sur la loi fonctionne de telle manière, shérif, au bout de 2 offres, il faut vendre, mais a priori, la loi interdit d'entraver les enchères par la menace physique, et évidemment qu'on a à ce moment-là du film, il se trouve que tous les visages des coopérateurs, disons, qu'on voit, des villageois qu'on voit, nous sont connus, nous sont familiers, sont des gens qu'on a appris à connaître, dont on sait quelle place aussi ils occupent au sein de la communauté. Ça, c'est très important. Peut-être, je fais une insiste sur ça, mais ce qui fait qu'une communauté marche, vous posez la question... dans le film de Vidor, qui de ce point de vue-là est vraiment en utopie, c'est intéressant parce que quand il fait son annonce, des gens se présentent et on a une séquence assez drôle où un tel dit moi j'étais coiffeur, dans ma vie d'avant j'étais coiffeur, moi j'étais charpentier, moi j'étais maçon, moi j'étais violoniste. Et au début il a la tentation de repousser ceux qui ne pratiquent pas des métiers manuels immédiatement utiles à la fructification de la terre. Et puis bon, comme c'est un bon gars, parce que c'est vraiment un bon gars, il se ravise et il se dit que d'abord les gens peuvent apprendre et que c'est le désir de faire partie de cette aventure-là qui doit primer sur le reste et que l'utilité sociale de chacun se trouvera. Ce qui est pour le coup peut-être une facilité de la part de Vidor parce que les choses sont plus complexes que ça dans la réalité, mais en tout cas c'est aussi peut-être la part d'idéal du film que d'imaginer qu'on peut établir comme ça une république où chacun va trouver une place, quelles que soient ses capacités. Et bon, la séquence est assez drôle, elle se close. Le dernier qui parle dit moi j'étais croque-mort. Et fondu au noir, et on voit John qui se gratte la tête en se demandant ce qu'il va en faire. Mais de fait, c'est peut-être pas inutile d'avoir un croque-mort dans une communauté. Et bref, tout ça pour dire que ce qui est très beau dans la séquence-là, c'est évidemment que, pour le coup, un lien s'est créé parmi les villageois qui va primer. Et nous, on est évidemment dans une empathie folle avec eux parce qu'on les côtoie depuis... la bonne moitié du film, alors que débarquent de parfaits inconnus, en plus, cigares au bec, avec leurs jolis costumes, là où les villageois sont dans leurs habits un peu plus crasseux de ceux qui travaillent la terre. Et il n'y a aucun doute sur le côté vers lequel on penche, en dépit du fait que eux-mêmes s'accommodent assez avec pas mal de liberté de la loi, mais c'est parce que en fait, le film travaille la question de ce qui est juste et de ce qui est injuste, et qu'il n'y a pas de doute sur ce qui est juste de ce point de vue-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que personne ne savait à ce moment-là du film que John n'était pas le propriétaire de la ferme. Ils sont persuadés qu'elle est à lui et qu'il le met à leur disposition. Donc, à la fin, après la séquence, ils viennent lui donner l'acte de propriété donc de la ferme à 1,85 $. Et finalement, ça scelle moins le fait que John va devenir le propriétaire de cette terre que ça scelle finalement un pacte collectif de cette terre, elle est à nous parce que c'est nous qui la travaillons, et cette ferme, elle est à nous parce que c'est nous qui la bâtissons. Voilà. Après, pour aller au bout peut-être de l'analyse et aussi explorer un peu plus le revers de cette très belle utopie collective. Il y a une phrase que tu citais, que dit à un moment John dans la séquence qu'on n'a pas très bien vue, où il fait référence aux premiers colons des États-Unis, donc qui sont descendus du Mayflower. Il fait un parallèle.
Mais il ajoute, en guise de blague, « Ah, mais nous, en plus, ça va, on n'a pas d'Indiens qui sont prêts à nous scalper. » Et il y a quand même quelque chose qui est assez, aujourd'hui en tout cas, nous oblige peut-être, ou nous permet de voir le film de façon un peu différente j'imagine, la réception qu'on en avait dans les années 30. C'est que ce rêve communautaire, il est possible parce qu'il y a eu avant tout une dépossession qui a eu lieu. Et que de fait, il n'y a plus d'Indiens sur les terres en question, ils ont été exterminés ou ils ont été parqués dans des réserves, ils n'existent plus. Et donc c'est bien parce qu'il y a eu primitivement une dépossession, que cette terre, par ailleurs elle-même un culte vierge, donc il y avait toute la mythologie qui est vraiment celle du western. C'est vraiment un western statique en fait ce film, c'est-à-dire que les maîtres sont posés à un endroit, et pourtant ils sont vraiment dans une logique de western, de conquête de la terre, etc. C'est assez étonnant. Et puis c'est un film qui est vraiment visuellement tendu en permanence vers l'arrière-plan. Il y a toujours cette espèce de tension visuelle. On voudrait qu'ils sortent finalement de leur petite utopie enclose derrière ces barrières qui les protègent en fait, qui les protègent puisqu'ils expulsent les corps étrangers salis en premier lieu, la tentatrice de la ville. Mais il n'empêche qu'à la fin, ce qui va permettre de sauver la communauté, c'est d'aller chercher l'eau, la ressource, et on parle des communs dans cette tableau. Le commun par excellence. Pardon ? Le commun par excellence, qui a une actualité encore plus accrue aujourd'hui. Il va falloir aller chercher l'eau en dehors de la clôture de la petite utopie et se l'approprier sans se poser à aucun moment la question de son droit à le faire. Et je trouve que le film est intéressant dans une approche plus contemporaine aussi, et c'était intéressant parce que il contient, au moment même de son très bel aboutissement visuel, son acmé, etc., cette espèce de scène de grande liesse collective. Je trouve qu'il expose aussi son revers, et on peut aussi voir cette séquence-là comme une séquence un peu plus brutale à l'égard du paysage et à l'égard d'un commun qui ne leur appartient pas plus qu'aux autres. Alors on va devoir conclure, mais Isabelle, un dernier mot peut-être sur le fait que quand on dit commun, on peut entendre communauté, on peut entendre communal, on peut entendre communiste aussi, pardon pour le gros mot. On peut aussi entendre propriété collective, et quand on dit propriété collective, on dit propriété copropriété. Le logement social, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est aussi une autre manière de socialiser le monde du logement. Donc quelle est la différence finalement fondamentale entre ces modèles-là, et surtout comment les enseignements du monde coopératif pourraient éventuellement infuser dans d'autres secteurs ? En fait, moi j'ai voulu parler du logement qu'on met à l'abri de la spéculation, comme Nathalie Demélel l'a magnifiquement retracé. Il n'y a pas 1000 modèles, j'en ai repéré 3. Le logement social. Et le logement social à la française, c'est une très belle réussite, mais le petit mais que je mettrais, c'est qu'il est très administré et il laisse peu la parole aux locataires et il laisse peu de marge de manœuvre aux locataires, aux habitants, je dirais les habitants. Il y a le deuxième modèle que la ville de Rennes met évidemment magnifiquement en place, et il n'y a pas que la ville de Rennes, il y a aussi Lyon, il y a aussi Paris, et qui sont les organismes fonciers solidaires et les baux réels solidaires. Renaud Père, la vice-présidente de la métropole, disait « Il y a en ce moment une révolution silencieuse en France qui fait que beaucoup de municipalités considèrent que le sol, qui devient rare, est un bien commun et qu'on ne le cédera pas et qu'on en contrôlera l'usage et la valeur tout au long, pour l'éternité, perpétuellement. » Et ça, c'est inspiré des Community Land Trust américains. Bruxelles le met en œuvre. Et c'est vraiment une voie très intéressante aussi. Et la coopérative, c'est une propriété plus collective où l'immeuble appartient à la coopérative, mais les locataires, qui sont locataires à vie, sont aussi coopérateurs et donc ont leur mot à dire dans l'avenir de l'immeuble ou des immeubles, parce que des coopératives peuvent avoir plusieurs immeubles. Et donc, ils ont voix à la parole. Je voulais dire quand même que la recette, elle est très simple pour faire du logement moins cher, abordable. C'est ce que m'a dit d'ailleurs
un des administrateurs d'une coopérative genevoise qui s'appelle Les Ailes, qui a été fondée par des employés de Swissair. Parce que souvent, les coopératives ont été fondées par des corporations. Les charpentiers, les gens du chemin de fer. Et donc là, c'est les gens de Swissair qui ont fait leur coopérative, qui s'appelle donc Les Ailes. Alors Swissair n'existe plus, mais la coopérative existe toujours. Mais dit, c'est pas difficile de faire du logement moins cher. Il faut avoir des prêts très longs et contrôler le prix de revente. La CODA, la coopérative genevoise, elle emprunte sur 100 ans. Donc ce qu'il faut pour que les coopératives se développent, pour que les OFS se développent, c'est avoir des prêts très long terme, mais il faut contrôler le prix de revente, sinon ça ne sert à rien d'étaler le prix sur 100 ans, et avec la vertu qu'on provisionne déjà la réhabilitation et la modernisation de l'immeuble. Et c'est ce qui manque, je terminerai là-dessus, à nos copropriétés, qui est une sorte de propriété partagée, mais le droit, moi j'en veux beaucoup à la loi de 65, le droit a été construit pour protéger les propriétaires individuels face à la collectivité du syndic de copropriété. Alors il faudrait coopérativer les syndicats de copropriété, les doter de moyens, et notamment d'un fonds de réserve pour les futurs travaux, parce que nos copropriétés sont dans un état lamentable. Il faut bien... C'est vraiment un vrai problème, parce qu'on n'a pas demandé, on a mis tout l'argent dans l'achat et on n'a pas prévu les provisions pour moderniser, réhabiliter ces immeubles. Ça a été dit effectivement ce matin. Merci Isabelle Ray-Lefebvre, merci Clément Schneider, merci à tous les deux. Je vous libère.